Ce soir-là, j'ai compris qu'un dîner pouvait briser toute une vie. Je m'appelle Georgette. J'ai 79 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. C'était un jeudi d'octobre. Le ciel parisien était gris, comme il l'est souvent à cette saison. Mais dans ma salle à manger, la lumière était chaude. J'avais mis la nappe brodée que maman m'avait offerte pour mes 20 ans, celle avec les petites roses blanches au coin. Je la sortais toujours pour les dîners en famille. Mon fils Julien vivait chez moi depuis 3 ans, avec sa femme, Céline, et leur petite fille de 2 ans, Emma. Après la fermeture de son cabinet d'architecte, il avait eu besoin d'un toit. Je leur avais ouvert ma maison. C'était naturel. On ne laisse pas son enfant dans la difficulté. Ce soir-là, j'avais préparé un bœuf bourguignon, celui que Julien adorait depuis l'enfance. J'avais même acheté une tarte aux pommes à la pâtisserie du coin, celle qu'il aimait tant. J'ai dressé la table avec soin. Les assiettes en porcelaine de Limoges, les couverts en argent, 3 bougies au centre. Emma était déjà couchée. Céline est arrivée la première dans la salle à manger. Elle portait un chemisier blanc impeccable, ses cheveux tirés en arrière. Elle m'a regardé d'un air étrange. « Georgette, a-t-elle dit d'un ton sec, ce soir, nous dînons en famille. » J'ai souri. « Oui, bien sûr, ma chérie, tout est prêt. » Elle a secoué la tête. « Non, vous ne comprenez pas, je veux dîner avec ma famille, Julien et moi. Vous pouvez manger dans la cuisine ?» Le temps s'est arrêté. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai porté ma main à mon cœur, cherchant mes mots. « Pardon ? Vous avez très bien compris, » a-t-elle répondu en croisant les bras. « Allez manger dans la cuisine, vieille désastrade. Je veux seulement ma famille à cette table. Vieille désastrade. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air comme une gifle. J'ai regardé la nappe brodée, les roses blanches, les bougies, le bœuf bourguignon qui fumait encore dans le plat. J'ai senti mes jambes trembler, mais je ne suis pas tombée. Je n'ai rien dit. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. J'ai pris mon assiette, mes couverts, mon verre. Et je suis partie vers la cuisine, le dos droit, le cœur en miettes. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Julien venait de rentrer. Et ce qu'il a dit a tout changé. Avant cette soirée, je croyais encore que l'amour suffisait. J'ai élevé Julien seul. Son père est mort quand il avait 5 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute A6, un matin de décembre. Je me souviens du bruit du téléphone qui sonne à 6 heures du matin. Ce son-là, on ne l'oublie jamais. Après, il n'y avait plus que nous deux. Moi et mon petit garçon aux yeux clairs. J'ai travaillé comme secrétaire dans un cabinet d'avocats pendant 35 ans. Je partais tôt, je rentrais tard, mais le soir, je lui préparais toujours un vrai dîner. Pas de plats surgelés, de la vraie nourriture faite avec amour, du poulet rôti, des gratins, des légumes de saison. Et toujours, sur la nappe brodée, celle aux roses blanches. Cette nappe était devenue notre rituel. Quand elle était sur la table, cela voulait dire « nous sommes ensemble, nous sommes une famille ». Julien était un bon garçon, doux, intelligent, respectueux. Il m'embrassait tous les matins avant de partir à l'école. Il me disait « Maman, tu es la plus belle », même quand j'avais les cheveux défaits et les yeux fatigués. J'ai économisé pendant des années pour lui payer ses études d'architecture. J'ai vendu la voiture de son père. J'ai pris un crédit. Mais je voulais qu'il réussisse, qu'il ait ce que je n'avais jamais eu, une chance de choisir sa vie. Il a rencontré Céline à l'université, une jeune femme blonde, élégante, qui venait d'une famille aisée de Neuilly. Au début, elle était polie, souriante même. Elle m'appelait « belle maman » et me remerciait pour les repas. Mais après le mariage, quelque chose a changé. Des petites remarques, d'abord, sur ma façon de m'habiller, sur l'odeur de ma cuisine, sur mes meubles démodés. Elle ne disait jamais rien devant Julien, seulement quand nous étions seuls. « Georgette, vous devriez moderniser votre intérieur. Ça fait vraiment vieillot. » Je souriais. Je ne voulais pas créer de tension. Quand Julien a perdu son travail, il y a 3 ans, ils sont venus frapper à ma porte. Céline était enceinte de 6 mois. Ils n'avaient nulle part où aller. Leur appartement était trop cher. Ils avaient des dettes. Je leur ai ouvert ma maison. « Restez le temps qu'il faudra, » ai-je dit. « C'est votre maison aussi. » Julien m'a serré dans ses bras. « Merci, maman. Tu nous sauves la vie. » Céline a souri, mais ses yeux étaient froids. Au début, tout allait bien. J'aidais avec le bébé, je préparais les repas, je faisais le ménage,
Je me levais la nuit quand Emma pleurait pour que Céline puisse dormir. Je pensais que c'était normal, que c'était mon rôle, être là pour eux. Mais peu à peu, Céline a commencé à prendre de la place. Elle réarrangeait mes meubles. Elle jetait mes affaires sans demander. C'est vieux, Georgette. On a besoin d'espace. Elle parlait fort au téléphone avec ses amis. Elle riait en disant « Oui, on vit chez ma belle-mère. C'est provisoire, évidemment. Dès que Julien trouve quelque chose, on part. » Julien travaillait tard. Il cherchait des contrats. Il était stressé, épuisé. Je ne voulais pas lui ajouter de soucis. Alors je me taisais. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Et puis, ce jeudi soir d'octobre, tout a basculé. La nappe brodée était sur la table. Les bougies étaient allumées. J'avais mis mes plus beaux couverts. Et Céline m'a chassé de ma propre table. Allez manger dans la cuisine, vieille désastrade. J'ai pris mon assiette. Je suis partie. Le cœur brisé, mais la tête haute. Dans la cuisine, j'ai posé mon assiette sur le comptoir en marbre. J'ai regardé le bœuf bourguignon qui refroidissait doucement. Je n'avais plus faim. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Julien rentrait du travail. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, puis la porte s'ouvrir, puis se refermer. « Bonsoir !» La voix de Julien résonnait dans l'entrée. Une voix fatiguée, mais pleine d'espoir. Ah, ça sent délicieux. Depuis la cuisine, j'ai fermé les yeux. J'ai serré mes mains l'une contre l'autre. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je sortir? Devais-je rester cachée ici, dans ma propre cuisine, comme une intruse dans ma propre maison? J'ai entendu ses pas dans le couloir, le bruit de sa mallette qu'il posait par terre, puis sa voix, plus claire maintenant, venant de la salle à manger. « Céline? Maman? Vous êtes là ?» Un silence. Puis la voix de Céline, douce comme du miel. « Je suis là, mon amour. Ta mère, elle préférait manger dans la cuisine ce soir. Elle n'avait pas très faim, je crois. » Mon cœur s'est serré. Elle mentait. Elle mentait avec une facilité déconcertante. J'ai entendu Julien entrer dans la salle à manger. Dans la cuisine? Pourquoi? C'est bizarre. Oh, tu sais comment elle est, a répondu Céline d'un ton léger. Elle a ses habitudes. Ne t'inquiète pas. Viens, assieds-toi. J'ai tout préparé pour nous. Elle a tout préparé? C'est moi qui avais passé 3 heures à mijoter ce plat. C'est moi qui avais épluché les carottes, coupé les oignons, choisi le vin pour la sauce. C'est moi qui avais mis la table, allumé les bougies, sorti la nappe brodée. Et elle s'attribuait tout. Dans la cuisine, debout près du comptoir, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une tristesse immense, profonde, qui montait du ventre et serrait la gorge. Comment en étions-nous arrivés là? J'ai regardé mon assiette vide. Le bœuf bourguignon refroidissait lentement. Je n'avais pas touché à la nourriture. Je ne pouvais pas. Pendant 79 ans, j'avais toujours mangé à table. Toujours. Même seule après la mort de mon mari. Même les soirs où j'étais épuisée. La table, c'était sacré. C'était le lieu où l'on se retrouve, où l'on partage, où l'on existe ensemble. Et ce soir, on m'en avait chassé. J'ai entendu des bruits d'assiettes, des rires étouffés, la voix de Julien qui racontait sa journée, Céline qui répondait par petites phrases, jouant son rôle de femme parfaite. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, celle où je m'asseyais le matin pour boire mon café en regardant les toits de Paris. J'ai posé mes mains sur mes genoux, mes mains ridées, marquées par le temps et le travail. J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, à toutes ces nuits blanches quand Julien était petit et qu'il avait de la fièvre, à tous ces repas que j'avais préparés avec amour, à tous ces moments où j'avais mis mes propres besoins de côté pour qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Et maintenant, j'étais devenue une gêne, une vieille désastrade. Soudain, j'ai entendu la voix de Julien plus forte. « Attends, Céline, où est maman exactement? Je te l'ai dit, mon chéri, dans la cuisine. » Elle voulait manger tranquillement. Tranquillement? La voix de Julien contenait maintenant une pointe de doute. Maman mange toujours avec nous. Toujours. Même quand elle est fatiguée. Un silence. Puis j'ai entendu le bruit d'une chaise qui recule. Des pas. Julien venait vers la cuisine. Mon cœur battait fort. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne voulais pas créer de conflit. Je ne voulais pas qu'il se sente coupable. Je ne voulais pas qu'il se dispute avec sa femme à cause de moi. La porte de la cuisine s'est ouverte. Julien est apparu. Grand, les épaules larges, les cheveux châtains légèrement décoiffés. Ses yeux clairs que je connaissais si bien,
m'ont cherché. Il m'a vue, assise près de la fenêtre, seule, mon assiette vide devant moi sur le comptoir. Son visage a changé. Quelque chose s'est durci dans son regard. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai souri. Un sourire fragile, mais un sourire quand même. Je mangeais, mon chéri. Tout va bien. Il a regardé mon assiette, vide. Il a regardé mes mains, croisées. Il a regardé mon visage. Et j'ai su qu'il voyait la tristesse que j'essayais de cacher. « Pourquoi tu n'es pas à table avec nous ?» J'ai hésité. Les mots ne venaient pas. Comment dire à son fils que sa femme vous a humilié? Comment briser la paix de son foyer déjà fragile? Je n'avais pas très faim, ai-je murmuré. Julien a froncé les sourcils. Il connaissait ce mensonge. Il l'avait entendu 1000 fois dans sa vie. C'était le mensonge des mères qui se sacrifient, le mensonge de celles qui cachent leur douleur pour protéger les autres. « Maman, a-t-il dit doucement, dis-moi la vérité. » Mes lèvres ont tremblé. J'ai détourné le regard vers la fenêtre. Dehors, la nuit tombait sur Paris. Les lumières des immeubles d'en face s'allumaient une à une. « Julien, tout va bien, vraiment. Va dîner avec Céline. » Mais il ne bougeait pas. Il me regardait avec cette intensité qu'il avait enfant quand il savait que quelque chose n'allait pas. Puis, lentement, il s'est approché du comptoir. Il a vu les 3 assiettes que j'avais sorties. Il a vu la nappe brodée dans la salle à manger, visible depuis la porte ouverte. Il a vu les bougies allumées. Il a vu la table dressée pour 3 personnes. Et il a compris. Son visage s'est assombri. « Elle t'a demandé de manger ici, » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Je n'ai rien répondu. Il a serré les mâchoires. J'ai vu ses poings se fermer. Puis il a inspiré profondément, comme pour se calmer. « Reste ici, » a-t-il dit d'une voix blanche. « Je reviens. » Et il est reparti vers la salle à manger. J'ai entendu ses pas, lourds, déterminés. Puis sa voix, froide, que je ne lui connaissais pas. « Céline, pourquoi ma mère mange-t-elle dans la cuisine ?» Un silence. Puis la voix de Céline, toujours douce, toujours contrôlée. « Elle a choisi, Julien. Je te l'ai dit. Ne fais pas une scène pour rien. » Elle a choisi. La voix de Julien montait. Ma mère, qui met toujours la nappe brodée pour les dîners en famille, qui prépare nos plats préférés depuis des années, a soudainement choisi de manger seule dans la cuisine. « Tu es fatigué, mon chéri. Viens t'asseoir. Réponds-moi, Céline. » Un autre silence, plus long, plus lourd. Puis, enfin, la voix de Céline, moins douce maintenant, presque agacée. « J'en avais assez, d'accord? J'en avais assez qu'elle soit toujours là, toujours à nous observer, toujours à se mêler de tout. Je voulais dîner avec toi, avec ma famille. C'est trop demandé. » J'ai fermé les yeux. Voilà, la vérité sortait. « Ta famille ?» La voix de Julien tremblait maintenant. « Ta famille ?» Oui, Julien. Toi, moi, Emma, notre famille. Ta mère, c'est différent. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu Julien marcher, puis le bruit d'une chaise qu'on déplace, puis ses pas qui revenaient vers la cuisine. Il est entré. Il m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la détermination. « Viens, maman, » a-t-il dit en me tendant la main. « Julien, ce n'est pas la peine. Viens. » J'ai pris sa main. Elle était chaude, forte, comme quand il était petit et qu'il me tenait la main pour traverser la rue. Il m'a guidée hors de la cuisine, dans le couloir, vers la salle à manger. Céline était debout près de la table, les bras croisés, le visage fermé. Julien m'a amené jusqu'à la table. Puis il s'est tourné vers Céline. Et ce qu'il a dit a tout changé. Julien m'a amené jusqu'à la table. Il tenait toujours ma main. Je sentais sa chaleur, sa force. Céline nous regardait, debout près de sa chaise, les bras croisés. Son visage était pâle. Elle avait compris que quelque chose venait de basculer. « Julien, » a-t-elle commencé d'une voix plus douce, « tu es fatigué. On peut en parler demain, calmement. »« Non, » a-t-il coupé. « On va en parler maintenant. » Il m'a lâché la main et s'est tourné vers elle. Je suis restée là, immobile, ne sachant pas quoi faire. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. « Céline, » a dit Julien d'une voix calme mais ferme, « je veux que tu regardes cette table. » Elle a jeté un coup d'œil rapide. La nappe brodée, les assiettes en porcelaine, les couverts en argent, les bougies qui brûlaient doucement. « Regarde bien, » a-t-il insisté. « Qui a mis cette table ?»
Céline a serré les lèvres. Elle ne répondait pas. Qui a préparé ce repas? A continué Julien. Qui a passé des heures dans la cuisine pour nous faire plaisir? Julien, réponds-moi. Un silence. Puis, dans un souffle, ta mère. Oui, ma mère. Julien a fait un pas vers elle. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es approprié son travail. Tu l'as chassé de sa propre table. Tu l'as traité de... Il s'est arrêté. Sa voix tremblait. De vieille désastrade. Céline a pâli encore plus. Je ne pensais pas... Tu ne pensais pas quoi? La voix de Julien était glaciale maintenant. Tu ne pensais pas que je la prendrais? Tu ne pensais pas que c'était grave? C'est juste que... Céline cherchait ses mots. J'en ai assez, Julien. Depuis 3 ans, elle est toujours là. Toujours dans nos affaires. Je ne peux pas respirer dans cette maison. Cette maison? Julien a répété lentement, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Céline s'est mordu la lèvre. Elle venait de commettre une erreur. Julien s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient brillants. Maman, à qui appartient cette maison? J'ai baissé la tête. Julien, ce n'est pas le moment. À qui appartient cette maison? A-t-il répété, plus fort. Ma voix était à peine un murmure. À moi. Oui, a dit Julien en se retournant vers Céline. À elle. Cette maison appartient à ma mère. Il a fait le tour de la table, lentement, comme pour laisser ses mots résonner. Cette maison, elle l'a achetée avec l'argent de l'assurance vie de mon père, avec ses économies, avec le fruit de 35 ans de travail acharné. Cette maison, c'est tout ce qu'elle a. C'est son refuge, son foyer, sa vie. Céline ne disait plus rien. Ses bras étaient retombés le long de son corps. Et quand nous avons eu des problèmes, a continué Julien, quand j'ai perdu mon travail, quand nous n'avions nulle part où aller, qui nous a ouvert sa porte? Qui nous a accueillis sans poser de questions? Qui s'est occupé d'Emma pendant que tu dormais? Qui a préparé nos repas? Qui a lavé notre linge? Sa voix montait maintenant, chargée d'émotion. Ma mère, toujours ma mère. J'ai senti les larmes monter. Je les ai retenues. Je ne voulais pas pleurer. Pas maintenant. Julien s'est approché de Céline. Il la regardait droit dans les yeux. « Alors écoute-moi bien », a-t-il dit d'une voix basse mais d'une clarté absolue. « Cette maison est à elle. Nous vivons ici par sa bonté, par sa générosité. Et tu n'as pas le droit. Tu entends? Tu n'as aucun droit de la traiter comme une intruse dans son propre foyer. » Céline a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Julien s'est tourné vers moi. Il est venu me prendre doucement par le bras. « Viens, maman. » Il m'a guidée vers le bout de la table, là où se trouvait la chaise que j'avais préparée pour Céline. La plus belle chaise, avec les accoudoirs sculptés. Celle qui faisait face à toute la salle à manger. La place d'honneur. « Assieds-toi ici, » a-t-il dit. « Julien, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire. » Il a tiré la chaise. J'ai hésité. Puis lentement, je me suis assise. Céline nous regardait, immobile, les yeux grands ouverts. Julien est allé dans la cuisine. Je l'ai entendu ouvrir des placards, prendre des ustensiles. Puis il est revenu avec le plat de bœuf bourguignon encore chaud. Il s'est placé à côté de moi. Et il m'a servi, avec soin, avec attention, comme on sert une reine. « Voilà, maman, » a-t-il dit doucement, « le meilleur morceau pour toi. » Mes mains tremblaient. Je les ai posées sur mes genoux pour qu'il ne le voie pas. Julien a posé le plat sur la table. Puis, il s'est tourné vers Céline, qui se tenait toujours debout, figée. « Tu peux t'asseoir, » a-t-il dit, « si tu acceptes les règles de cette maison. » Céline a dégluti. Ses yeux brillaient. Je ne savais pas si c'était de la colère ou de la honte. « Et quelles sont ces règles ?» a-t-elle demandé d'une voix blanche. « Le respect, » a répondu Julien simplement. « Le respect envers celle qui nous accueille. Le respect envers celle qui nous nourrit. Le respect envers ma mère. » Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu l'entendre. Céline a regardé la table, la nappe brodée, les bougies, les assiettes, puis elle m'a regardée, assise à la place d'honneur. Ses lèvres tremblaient. Elle a fermé les yeux. « Je suis désolée. » Les mots étaient sortis dans un souffle, à peine audible. Julien n'a rien dit. Il attendait. Céline a ouvert les yeux. Elle s'est tournée vers moi. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai vu quelque chose dans son regard qui ressemblait à de la conscience. « Georgette » a-t-elle dit, et sa voix se brisait. « Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû... » Elle ne finissait pas ses phrases. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais jalouse. Jalouse de votre lien avec Julien. Jalouse de votre force.
J'avais l'impression d'être invisible. Elle a essuyé ses larmes d'un geste brusque. Mais ça ne justifie rien. Ce que j'ai dit était impardonnable. Je l'ai regardée. Cette jeune femme de 35 ans qui pleurait devant moi. Cette belle fille que je ne comprenais pas. Cette mère d'Emma. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai inspiré profondément. Assieds-toi, Céline, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Assieds-toi. Le dîner refroidit. Julien m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu de la fierté et de l'amour. Céline s'est approchée lentement de la table. Elle s'est assise à côté de Julien, en face de moi. Julien lui a servi une assiette. Puis il s'est servi. Et nous avons mangé en silence. Un silence différent. Pas celui de la honte ou de la colère. Un silence où quelque chose venait de se dire, où quelque chose venait de changer. La nappe brodée brillait doucement sous la lumière des bougies. Les roses blanches, au coin, semblaient plus vivantes que jamais. J'ai mangé lentement. Chaque bouchée avait un goût particulier ce soir-là. Un goût de dignité retrouvé. Mais dans mon cœur, je savais que ce n'était pas fini. Les excuses, c'est une chose. Les actes, c'en est une autre. Et la vie, j'allais l'apprendre, a une façon bien à elle de rendre justice. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été étranges. Céline était différente, plus polie, plus discrète. Elle me disait « Bonjour » le matin. Elle me remerciait pour les repas. Elle rangeait même sa vaisselle. Mais quelque chose sonnait faux. Vous savez, quand on vit longtemps, on apprend à lire les gens. On voit ce qui se cache derrière les sourires. On entend ce qui n'est pas dit. Et moi, je voyais bien que Céline ne jouait qu'un rôle. Le lendemain du dîner, elle est venue dans la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Elle s'est approchée de moi, les mains croisées devant elle. « Georgette », a-t-elle dit d'une voix douce, « je voulais vous redire, pour hier soir, je suis vraiment désolée. J'ai continué à beurrer mes tartines. C'est oublié, ma chérie. » « Non, ce n'est pas oublié. » Elle a secoué la tête. Ce que j'ai dit était horrible. Je ne me reconnaissais pas. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient sincères, ou du moins, ils essayèrent de l'être. « Nous oublions tous qui nous sommes parfois, » ai-je répondu doucement. « L'important, c'est de revenir à soi. » Elle a hoché la tête, puis elle est repartie. Mais le soir même, alors que je passais devant leur chambre, j'ai entendu des voix, des chuchotements. Je me suis arrêtée malgré moi. « Je fais des efforts, Julien, » disait Céline. « Tu vois bien que je fais des efforts. »« Oui, et je t'en remercie. » La voix de Julien était fatiguée. « Mais il faut que ce soit sincère, Céline. Ma mère le sentira sinon. »« C'est sincère ?» La voix de Céline montait légèrement. « Mais avoue que c'est difficile. 3 ans dans cette maison. 3 ans à ne pas avoir notre propre espace, notre propre vie. » Un silence. « Je sais, » a murmuré Julien. « Je cherche du travail. Chaque jour. Je fais tout ce que je peux. Je sais, mon amour. » La voix de Céline redevenait douce. « Je ne te reproche rien. C'est juste que j'ai besoin de notre intimité, de notre famille, juste nous 3. » Je suis repartie sans bruit, le cœur lourd. Juste nous 3. Encore ces mots. Toujours ces mots. Les semaines ont passé. Céline continuait ses efforts. Elle me souriait. Elle m'aidait à mettre la table. Elle me demandait même des conseils pour cuisiner. Mais je la surprenais parfois, quand elle pensait que je ne regardais pas. Son visage se fermait. Ses mâchoires se serraient. Ses yeux regardaient les murs de ma maison comme s'ils étaient une prison. Un après-midi, j'ai trouvé un papier sur la table de la cuisine. Une brochure immobilière. Des appartements à vendre dans le 15e arrondissement. Très cher. Bien trop cher pour Julien et Céline. Mais au dos, Céline avait griffonné des notes. 3 chambres. Lumineux. Loin de belle-maman. Ce dernier mot était souligné 2 fois. J'ai replié la brochure et je l'ai remise exactement où je l'avais trouvée. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai sorti la nappe brodée. Comme toujours. Céline l'a regardée avec un sourire crispé. « Cette nappe est vraiment très belle, Georgette, » a-t-elle dit. « Merci. Elle appartenait à ma mère. »« Oui, vous me l'avez déjà dit. » Elle a détourné les yeux. Plusieurs fois, Julien lui a lancé un regard d'avertissement. « Je veux dire, » s'est reprise Céline rapidement, « c'est merveilleux d'avoir des objets de famille, des souvenirs. » Mais le ton était faux. Tout était faux. Emma, qui avait maintenant 3 ans, babillait dans sa chaise haute. Elle tendait ses petites mains vers moi. « Mamie! Mamie !» Elle m'appelait toujours comme ça. « Mamie !»
Mon cœur fondait chaque fois. Je me suis levée pour lui donner un peu de purée. Céline a posé sa fourchette bruyamment. Je peux m'occuper de ma fille, Georgette. Le silence est tombé sur la table. Bien sûr, ai-je dit doucement. Pardon. Je me suis rassise. Céline a pris la cuillère et a nourri Emma. Mais ses gestes étaient en brusques, mécaniques. Julien regardait son assiette, mal à l'aise. Ce soir-là, après le dîner, je suis allée dans ma chambre plus tôt que d'habitude. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé la photo encadrée sur ma table de nuit. Mon mari et moi, le jour de notre mariage. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. « Jean », ai-je murmuré, « tu me manques. Tu me manquerais de toute façon, mais ce soir, particulièrement. » J'ai fermé les yeux. Les larmes sont venues, enfin, celles que je retenais depuis des semaines. Quelques jours plus tard, j'étais dans le salon quand j'ai entendu Céline parler au téléphone dans le couloir. Elle pensait que j'étais sortie faire les courses. « Oui, maman, disait-elle. Oui, je tiens le coup. Mais c'est insupportable. » Une pause. « Non, Julien ne comprend pas. Il la défend toujours. Toujours. » Une autre pause, plus longue. « Je sais qu'elle nous héberge. Je sais. Mais elle est tellement envahissante. Elle se mêle de tout. Comment élever Emma? Comment cuisiner? Comment ranger la maison? Sa maison, évidemment. Elle ne nous laisse jamais l'oublier. » Mon cœur s'est serré. Est-ce que c'était vraiment l'impression que je donnais? Julien dit que je dois être patiente, continuait Céline. Que dès qu'il trouve un bon contrat, on pourra partir. Mais ça fait 3 ans, maman. 3 ans. Sa voix se brisait maintenant. Parfois, je me dis que je vais devenir folle. Je ne peux même pas me disputer avec mon mari sans qu'elle entende tout à travers les murs. Je ne peux pas élever ma fille comme je veux. Je ne peux pas vivre ma vie. Un long silence. Oui, je sais que je dois tenir bon. Pour Emma, pour Julien. Elle a soupiré. Mais j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Elle a raccroché. Je suis restée immobile dans le salon. Mon livre ouvert sur mes genoux, mais je ne lisais pas. Je ne voyais rien. Était-ce vraiment ce qu'elle ressentait? Après tout ce que j'avais fait pour eux, je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel gris. Des gens marchaient, pressés, avec leur vie, leurs problèmes, leurs joies. Et moi, j'étais là, dans ma propre maison, me sentant comme une intruse. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas préparer de grand dîner. J'ai fait quelque chose de simple. Des pâtes, une salade, pas de nappe brodée, juste la toile cirée ordinaire. Quand Céline est entrée dans la salle à manger et qu'elle a vu la table, j'ai cru voir un éclair de satisfaction dans ses yeux. Pendant le repas, elle était presque joyeuse. Elle parlait de sa journée. Elle riait avec Julien. Elle ne m'a adressé la parole qu'une seule fois pour me demander de passer le sel. J'ai compris quelque chose ce soir-là. Elle n'avait jamais vraiment changé. Les excuses, la politesse, tout ça n'était qu'une façade. Un masque qu'elle portait pour Julien. Mais derrière le masque, elle attendait. Elle attendait le moment où elle pourrait enfin partir, où elle pourrait enfin avoir sa vie. Sans moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée dans mon lit, regardant le plafond, pensant à tout, à ces 3 dernières années, au sacrifice, à l'amour que j'avais donné. Et je me suis demandé, est-ce que l'amour suffisait? Est-ce que le fait d'aimer quelqu'un nous donnait le droit d'attendre de la reconnaissance? Est-ce que le fait de tout donner garantissait qu'on serait respecté? Je ne connaissais pas les réponses. Mais le lendemain matin, quelque chose allait arriver qui changerait tout. Quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Une découverte, une révélation. Quelque chose qui me montrerait le vrai visage de Céline et qui mettrait mon cœur de mère à l'épreuve la plus difficile de ma vie. C'était un jeudi matin. Julien était parti tôt pour un rendez-vous avec un client potentiel. Céline avait emmené Emma chez le pédiatre. J'étais seule dans la maison. Je faisais le ménage, comme tous les jeudis. J'ai commencé par le salon, puis la cuisine. Ensuite, j'ai monté à l'étage pour aspirer le couloir. En passant devant la chambre de Julien et Céline, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Je n'entre jamais dans leur chambre. Jamais. C'est leur espace privé. Je respecte cela. Mais ce matin-là, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. Sur le lit, ouvert, il y avait l'ordinateur portable de Céline. L'écran était allumé. Je n'aurais pas dû regarder. Je le sais. Mais mes yeux se sont posés sur l'écran malgré moi. C'était une conversation, un échange de messages avec sa mère. Et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Céline. Maman, je n'en peux plus. Cette femme me rend folle. Sa mère. Ma chérie, tiens bon. Julien finira par trouver du travail.
Céline. Mais quand? Ça fait 3 ans. Et pendant ce temps, elle s'incruste de plus en plus dans nos vies. Sa mère. Tu as parlé à Julien? Céline. Je ne peux pas. Il la défend toujours. Tu aurais dû voir la scène qu'il m'a faite l'autre soir, juste parce que j'ai voulu dîner en tête-à-tête avec lui. Je me suis figée. Elle ne racontait pas la vérité. Pas du tout. Sa mère. Et pour Emma, tu as réussi à... Céline. Oui, je fais attention. Quand Georgette lui parle, j'interviens toujours. Je la reprends, je la corrige. Emma commence à comprendre qu'il ne faut pas trop s'attacher à sa grand-mère. Mon cœur s'est arrêté. Céline. L'autre jour, Emma voulait que Georgette lui lise une histoire. J'ai dit non. J'ai expliqué à Emma que maman était fatiguée, que mamie avait d'autres choses à faire. Emma a pleuré, mais elle s'est calmée. Sa mère. Tu fais bien. Il faut créer de la distance. Sinon, quand vous partirez, ce sera trop difficile pour la petite. Céline. Exactement. Et puis, franchement, je ne veux pas qu'Emma grandisse en pensant que c'est normal qu'une vieille femme contrôle toute une maison. Mes jambes tremblaient. Je me suis appuyée contre le mur. Sa mère. Et l'argent? Tu as parlé à Julien de ce dont on a discuté? Céline. Pas encore. C'est délicat. Mais je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à l'avenir. Cette maison vaut une fortune. Si Georgette acceptait de la vendre, ou au moins de nous la léguer maintenant, on pourrait acheter notre propre appartement et lui payer une petite résidence pour senior. Sa mère. C'est une excellente idée. Elle serait bien mieux dans un endroit adapté à son âge, avec des gens de sa génération. Céline. C'est ce que je pense aussi. Mais il faut que j'amène Julien à cette idée progressivement. Il est tellement attaché à elle. C'est presque malsain. J'ai fermé les yeux. Le monde tournait autour de moi. Une résidence pour senior. Vendre ma maison. Éloigner Emma de moi. Tout était calculé. Planifié. Froid. J'ai reculé lentement. Silencieusement. Je suis descendue dans le salon. Je me suis assise dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre où je lis le matin. Mes mains tremblaient. Pendant 79 ans, j'avais cru en la bonté des gens. J'avais cru qu'avec de l'amour, on pouvait tout surmonter, que la famille était sacrée, que le sang était plus fort que tout. Mais là, assise dans mon salon, dans la maison que j'avais achetée avec mes propres mains, dans le foyer que j'avais construit pour mon fils, je voyais la vérité. Céline ne voulait pas seulement partir. Elle voulait me faire partir. Elle voulait ma maison, mon argent, ma vie. Et elle voulait m'effacer de la vie d'Emma. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. 1 heure, peut-être 2. Quand j'ai entendu la clé dans la serrure, je me suis levée. J'ai essuyé mes yeux. J'ai redressé mes épaules. Céline est entrée avec Emma dans les bras. La petite dormait, la tête posée sur l'épaule de sa mère. « Bonjour, Georgette », a dit Céline avec son sourire habituel. « Le rendez-vous chez le médecin s'est bien passé. Emma va très bien. » Je l'ai regardée. Cette femme qui me souriait. Cette femme qui complotait dans mon dos. « Tant mieux », ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas, froide, distante. Céline a froncé les sourcils. « Vous allez bien? Vous avez l'air... Je vais très bien. » Elle m'a observé un instant, puis a haussé les épaules. « Bon, je vais coucher Emma. » Elle est montée à l'étage. Je suis retournée dans mon fauteuil. J'ai regardé par la fenêtre, les toits de Paris sous le ciel gris, les cheminées qui fumaient, la vie qui continuait, indifférente, et j'ai pris une décision. Je n'allais rien dire à Julien. Pas maintenant. Pas comme ça. Parce que je le connaissais, mon fils. Je savais qu'il se déchirerait entre sa mère et sa femme. Je savais qu'il souffrirait. Je savais que cela détruirait quelque chose en lui. Non. J'allais attendre, observer, comprendre. Et quand le moment viendrait, j'agirais. Mais pas par vengeance. Jamais par vengeance. Par amour. Par protection. Pour mon fils. Pour ma petite fille. Et pour moi-même. Aussi. Pour la dignité que j'avais presque oubliée. Ce soir-là, au dîner, j'ai sorti la nappe brodée. Celle aux roses blanches. Céline l'a regardée avec surprise. « Oh, la belle nappe. C'est une occasion spéciale? » « Non, » ai-je répondu calmement. « C'est juste un jeudi ordinaire. » Mais ce n'était pas un jeudi ordinaire. C'était le jour où j'avais ouvert les yeux. Le jour où j'avais vu ce que je refusais de voir depuis 3 ans. Le jour où j'avais compris que parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, il faut aussi du courage, de la lucidité et de la force. Julien est rentré tard ce soir-là. Il avait l'air fatigué, mais heureux. « Le rendez-vous s'est bien passé », a-t-il annoncé en embrassant Céline. « Le client est intéressé.
Ça pourrait déboucher sur un gros contrat. C'est merveilleux. Céline l'a serré dans ses bras. Ses yeux brillaient. Un gros contrat, pensai-je. Assez pour partir. Assez pour me laisser seule. Nous avons mangé dans un semblant de bonne humeur. Julien racontait son rendez-vous. Céline souriait, attentive. Emma babillait dans sa chaise haute. Et moi, j'observais. Je voyais tout maintenant. Chaque regard, chaque geste, chaque mot. Je voyais comment Céline détournait Emma quand la petite tendait ses bras vers moi. Je voyais comment elle changeait de sujet quand Julien me parlait. Je voyais comment elle occupait l'espace, petit à petit, me repoussant dans les marges de ma propre vie. Mais je ne disais rien. Pas encore. Parce que j'avais appris, au fil de mes 79 années, que la vérité finit toujours par éclater. Qu'on ne peut pas construire sa vie sur des mensonges. Que le temps, tôt ou tard, révèle tout. Et que la justice, même si elle tarde, finit toujours par arriver. Ce soir-là, en me couchant, j'ai repensé à la nappe brodée, aux roses blanches au coin, à ma mère qui me l'avait offerte. Les roses ont des épines, me disait-elle. N'oublie jamais ça, ma fille, même les plus belles. J'avais compris ce qu'elle voulait dire. La beauté peut cacher la douleur, la douceur peut masquer le poison, les sourires peuvent mentir, mais les épines, elles, ne mentent jamais. Et j'allais bientôt découvrir à quel point elles pouvaient blesser. 3 semaines ont passé depuis ma découverte. 3 semaines pendant lesquelles j'ai porté ce secret comme une pierre dans mon cœur. 3 semaines pendant lesquelles j'ai observé, écouté, compris. Et pendant ces 3 semaines, j'ai vu Céline continuer son jeu. Elle était devenue experte. Elle souriait, elle me remerciait, elle me demandait mon avis sur des détails insignifiants, la couleur d'un coussin, le choix d'un dessert, pour me donner l'illusion que mon opinion comptait. Mais dès que je m'approchais d'Emma, elle intervenait. Toujours avec douceur, toujours avec une excuse. « Emma, viens, ma chérie. Mamie est fatiguée. Laisse mamie tranquille, mon cœur. Elle a ses activités. »« Non, Emma, pas maintenant. Maman va te lire l'histoire. » Emma ne comprenait pas. Elle me regardait avec ses grands yeux interrogateurs, puis se tournait vers sa mère, obéissante. Et moi, je sentais un morceau de mon cœur se briser chaque fois. Julien, lui, ne voyait rien. Il était tellement absorbé par son travail, par ses recherches de contrats, qu'il ne remarquait pas ces petits gestes, ces petites coupures. Un soir, début novembre, Julien est rentré avec une bouteille de champagne. « J'ai signé !» a-t-il annoncé, le visage rayonnant. « Le contrat avec le client. C'est un gros projet. Ça va durer au moins 1 an. » Céline a crié de joie. Elle l'a embrassé, l'a serré dans ses bras. Emma, contagieuse, tapait dans ses mains en riant. « C'est merveilleux, mon chéri. » Céline avait les yeux brillants. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Julien s'est tourné vers moi. « Maman, tu te rends compte? Je vais pouvoir vous rembourser tout ce que vous avez fait pour nous. » J'ai souri. « Tu ne me dois rien, mon chéri. Je suis fière de toi. » Nous avons ouvert la bouteille. Nous avons trinqué. Céline était euphorique. Elle parlait déjà de l'avenir, de projets, de possibilités. « On pourrait peut-être commencer à chercher un appartement, » a-t-elle dit en regardant Julien. « Maintenant que tu as un revenu stable ?» Julien a hoché la tête. « Oui, oui, tu as raison. Il est temps qu'on reprenne notre indépendance. » Notre indépendance. Je les ai regardés. Ces 2 jeunes gens pleins d'espoir, mon fils et sa femme. Et j'ai su que le moment approchait, le moment où ils partiraient, le moment où je redeviendrais seule. Je suis heureuse pour vous, ai-je dit doucement. Oh, vous méritez votre propre foyer. Céline m'a regardée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu quelque chose comme de la surprise dans ses yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Vous ne serez pas triste ? A-t-elle demandé. Bien sûr que je serai triste, ai-je répondu honnêtement. Mais un oiseau n'est pas fait pour rester dans le nid toute sa vie. Il faut qu'il vole. Julien s'est approché de moi. Il a pris mes mains dans les siennes. Maman, tu sais que je t'aime, que ça ne changera jamais. On ne sera pas loin. On viendra te voir tout le temps. Je sais, mon chéri, je sais. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas vrai. Céline ferait tout pour créer de la distance, pour espacer les visites, pour m'éloigner progressivement de leur vie. Je le savais parce que je l'avais entendu, parce que je l'avais lu dans ses messages. Ce soir-là, j'ai sorti la nappe brodée une dernière fois. J'ai préparé un festin. Un vrai repas de fête. Coq au vin, gratin dauphinois, haricots verts au beurre, et pour le dessert,
une tarte tatin faite maison. Julien était émerveillé. « Maman, tu t'es surpassée. »« C'est une grande nouvelle, » ai-je dit simplement. « Ça mérite d'être célébré. » Nous avons mangé dans la joie. Julien racontait ses projets. Céline parlait des quartiers qu'elle aimerait habiter. Emma essayait de manger toute seule et se tâchait partout. C'était un moment parfait. Un de ces moments qu'on voudrait figer dans le temps. Mais sous ma joie, sous mon sourire, il y avait une tristesse profonde, parce que je savais que c'était un adieu. Après le dîner, Julien a monté coucher Emma. Céline et moi sommes restés dans la salle à manger. Elle débarrassait la table. Je rangeais les couverts. Le silence s'est installé entre nous. Un silence lourd, chargé. Puis, soudain, Céline s'est arrêtée. Elle a posé les assiettes qu'elle tenait. « Georgette » a-t-elle dit d'une voix étrange. Je me suis tournée vers elle. « Je veux vous dire quelque chose. » Elle évitait mon regard. « Je sais que ces 3 années n'ont pas été faciles. Pour vous, pour nous. »« Non, » ai-je admis. « Elles ne l'ont pas été. » Elle a hoché la tête. « Je veux que vous sachiez que... » Elle cherchait ses mots. « Que je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Vraiment. J'ai attendu. Il y avait un mais. Il y a toujours un mais. Mais, a-t-elle continué, confirmant mes pensées, je pense qu'il est temps pour nous de prendre nos distances, pour le bien de tout le monde. Je comprends. Vous comprenez ? Elle semblait surprise. Oui. J'ai croisé mes mains devant moi. Je comprends que vous ayez besoin de votre espace, de votre famille, de votre vie. Céline m'a regardé longuement. Je pensais que vous protesteriez. Pourquoi protesterais-je ? Ma voix était calme, presque sereine. Vous êtes adulte, vous savez ce qui est bon pour vous. Elle a baissé les yeux. Georgette, Céline. J'ai attendu qu'elle me regarde. Je sais. Vous savez quoi ? Je sais ce que vous pensez de moi. Je sais ce que vous avez dit à votre mère. Je sais pour les messages, pour vos plans, pour tout. Son visage est devenu blanc comme un linge. Comment ? Elle ne trouvait plus ses mots. Votre ordinateur, ai-je dit doucement. Il était ouvert, il y a 3 semaines. Je n'ai pas fait exprès. Mais j'ai vu. Céline a reculé d'un pas. Ses mains tremblaient. Georgette, je peux expliquer ? Non. J'ai levé la main. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Je comprends. Vous comprenez ? Sa voix montait. Alors pourquoi vous ne dites rien ? Pourquoi vous ne le dites pas à Julien ? Parce que ça ne servirait à rien. Je me suis approchée d'elle. Ça ne ferait que détruire votre couple. Et Julien ne mérite pas ça. Céline me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. « Vous me détestez », a-t-elle murmuré. « Vous devez me détester. » Non, j'ai secoué la tête. Je ne vous déteste pas, Céline. Je suis triste pour vous. Triste que vous ayez si peur de ne pas être assez, si peur de perdre Julien, si peur de partager l'amour. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je veux que vous sachiez une chose, ai-je continué d'une voix ferme. Vous pouvez partir, vous pouvez emmener Julien, vous pouvez créer votre vie. Mais Emma, ma voix s'est brisée un instant. J'ai repris, Emma mérite de connaître sa grand-mère. Elle mérite d'avoir toutes les personnes qui l'aiment dans sa vie. Et si vous essayez de m'effacer, si vous essayez de la couper de moi, ce n'est pas moi que vous blesserez. Ce sera elle. Céline pleurait maintenant. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Je ne sais pas qui je suis devenue, a-t-elle chuchoté. Je ne me reconnais plus. Alors, retrouvez-vous, ai-je dit doucement, avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Julien est redescendu. Il nous a vus toutes les deux, debout dans la salle à manger. Le visage de Céline en larmes. Mon regard calme. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, inquiet. « Rien, mon chéri, » ai-je répondu avant que Céline ne puisse parler. Nous parlions juste d'Emma, de l'avenir. C'est émouvant. Julien nous a regardés, pas entièrement convaincus, mais il n'a pas insisté. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Ce soir-là, en me couchant, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas accusé. Je n'avais pas détruit. J'avais dit la vérité. Avec dignité. Avec calme. Avec amour. Et maintenant, c'était à Céline de choisir. Choisir qui elle voulait être. Choisir le genre de personne qu'elle voulait devenir. Parce que dans la vie, nous avons toujours le choix. Et les choix que nous faisons, tôt ou tard, reviennent vers nous. Comme un écho, comme une justice, comme un karma. Novembre s'est transformé en décembre. Paris s'est paré de lumière de Noël. Les rues brillaient,
Les vitrines scintillaient, et partout flottait cette atmosphère de fête qui précède les fêtes. Mais dans ma maison, quelque chose avait changé. Après notre conversation, Céline était devenue différente. Pas plus chaleureuse, non, mais plus vraie. Elle ne faisait plus semblant. Elle ne jouait plus de rôle. Elle me parlait peu. Mais quand elle le faisait, c'était avec honnêteté, sans faux semblant. Julien et elle passèrent leur soirée à chercher des appartements sur Internet. Je les entendais discuter dans leur chambre. Des quartiers, des prix, des écoles pour Emma. Ils allaient partir. C'était imminent. Et moi, j'apprenais à accepter. Un samedi après-midi, Julien est venu me trouver dans le salon. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes, l'air sérieux. « Maman, il faut que je te parle. J'ai posé mon livre. Je t'écoute. Céline et moi, on a trouvé un appartement. Dans le 11e arrondissement. 3 chambres. Lumineux. Parfait pour nous. C'est merveilleux, mon chéri. » Mais il hésitait. « Il y a un problème. » J'ai attendu. L'appartement coûte cher. Très cher. Et même avec mon nouveau contrat, même avec nos économies, il nous manque de l'argent pour l'apport. Je voyais où il voulait en venir. Mon cœur s'est serré. Le notaire nous a suggéré, il regardait ses mains. Il a suggéré que tu pourrais peut-être nous prêter l'argent. Ou nous aider avec une partie de l'apport. Le silence est tombé entre nous. Combien ? Ai-je demandé doucement. 50 000 €. Il a levé les yeux vers moi, gêné. Je sais que c'est beaucoup, mais je te rembourserai. Chaque mois, je te signerai un papier. Tout serait officiel. 50 000 €. C'était presque toutes mes économies, l'argent que j'avais mis de côté pendant toute ma vie, pour mes vieux jours, pour les imprévus, pour ma sécurité. « Maman, je sais que c'est énorme de te demander ça. » La voix de Julien tremblait. « Mais on est si près du but, si près d'avoir enfin notre chez nous, et... Céline sait que tu me demandes cela ?» Il a hoché la tête. « Oui, c'est elle qui... » Il s'est interrompu. « Non, ce n'est pas juste de dire ça, c'est une décision qu'on a prise ensemble. » Mais je voyais bien. C'était Céline qui avait eu l'idée, Céline qui avait poussé. Une partie de moi voulait refuser. Cette partie blessée, fatiguée, qui avait tant donné et si peu reçu en retour. Mais l'autre partie, la partie mère, la partie qui avait élevé cet enfant seul, qui l'avait nourri, éduqué, aimé, cette partie ne pouvait pas dire non. « Laisse-moi réfléchir, » ai-je dit. « Je te donne ma réponse demain. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, regardant le plafond, pesant chaque option. Si je refusais, Julien serait déçu. Céline aurait une raison de plus de m'en vouloir. Il resterait peut-être plus longtemps ici, dans cette tension permanente. Si j'acceptais, je perdrais presque toutes mes économies. Je serais vulnérable, dépendante. Et je savais, au fond de moi, que Céline ne me laisserait jamais oublier ce geste. Elle le verrait comme un dû, comme une dette que je leur devais. Mais il y avait une troisième voie, une voie que j'avais apprise au fil des années, la voie du renoncement conscient, du don sans attente, de l'amour qui libère plutôt que celui qui retient. Le lendemain matin, j'ai demandé à Julien et Céline de s'asseoir avec moi dans le salon. « J'ai réfléchi à votre demande, » ai-je commencé. Céline se tenait droite, les mains croisées. Son visage ne trahissait rien, mais je voyais dans ses yeux une lueur d'espoir, et peut-être aussi de culpabilité. « Je vais vous donner l'argent, » ai-je dit. Le visage de Julien s'est illuminé. « Maman, merci. Je te promets que... » Attends, j'ai levé la main. « Laisse-moi finir. » Il s'est tu. « Je vais vous donner l'argent, mais ce ne sera pas un prêt, ce sera un don. » Julien a froncé les sourcils. « Mais maman, je veux te rembourser. Je ne peux pas accepter que... » Julien, ma voix était ferme mais douce. « Je suis ta mère. Tu es mon fils. Tout ce que j'ai, un jour, sera à toi de toute façon. Alors autant que tu en profites maintenant, quand tu en as besoin. » Céline regardait ses mains. Je ne voyais pas son visage, mais, ai-je continué, je veux que vous me promettiez quelque chose en retour. Tout ce que tu veux, a dit Julien immédiatement. Emma, j'ai senti ma voix trembler. Je veux que vous me promettiez que je pourrai continuer à voir Emma, régulièrement, pas seulement aux grandes occasions, mais vraiment, qu'elle connaîtra sa grand-mère, qu'elle grandira en sachant qu'elle a une famille qui l'aime. Julien a pris ma main. Maman, bien sûr. Comment peux-tu en douter? Céline? J'ai regardé ma belle-fille. C'est à toi que je pose la question. Elle a enfin levé les yeux. Ils étaient rouges, humides.
Georgette, a-t-elle dit d'une voix étranglée, Elle a inspiré profondément. Vous me donnez 50 000 euros. Après tout ce que j'ai fait. Après tout ce que j'ai dit. Oui. Pourquoi? Elle pleurait maintenant. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est mon fils, et que tu es la femme qu'il a choisie, et qu'Emma est ma petite fille. J'ai marqué une pause. Et parce que je crois que tu peux être meilleur que ce que tu as été. Céline a caché son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Julien la regardait, surpris, ne comprenant pas toute l'étendue de ce qui se passait. Mais il sentait que c'était important, sacré. Céline a essuyé ses larmes. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Je vous promets, » a-t-elle dit. « Je vous promets qu'Emma connaîtra sa grand-mère, qu'elle vous aimera, et que... » Sa voix s'est brisée. « Et que j'essaierai d'être la personne que vous croyez que je peux être. » Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était que des mots. Mais c'était un début. Les semaines suivantes ont été étranges, douces et amères à la fois. Julien et Céline préparaient leur déménagement. Ils triaient leurs affaires, achetaient des meubles, organisaient leur nouvelle vie. Et moi, je les aidais. Je pliais des vêtements. J'emballais des jouets. Je préparais des repas pour qu'ils aient moins à penser pendant cette période intense. Céline me regardait différemment maintenant, avec quelque chose qui ressemblait à du respect, ou peut-être à de la reconnaissance, ou peut-être simplement à de la honte transformée en humilité. Un soir, alors que Julien était sorti chercher des cartons, elle est venue dans la cuisine où je préparais le dîner. « Georgette, » a-t-elle dit, « puis-je vous aider ?»« Si tu veux. » Elle a pris un couteau et a commencé à couper les légumes. Nous avons travaillé en silence pendant quelques minutes. Puis elle a dit, sans me regarder, « J'ai eu peur de vous, pendant longtemps. » Peur de moi? J'étais surprise. Oui, peur que vous preniez Julien, que vous l'aimiez plus que moi, que je ne sois jamais assez bien pour lui. Elle a posé le couteau. Ma mère, elle a toujours été très critique. Rien n'était jamais assez bien. Et quand je vous ai vu avec Julien, cette relation si forte, si parfaite, j'ai paniqué. Aucune relation n'est parfaite, Céline. Je sais, maintenant je sais. Elle m'a regardée. Vous auriez pu me détruire. Vous auriez pu tout dire à Julien. Vous auriez pu nous mettre à la porte. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Pourquoi? J'ai réfléchi. Parce que la vengeance ne construit rien. Elle ne fait que détruire. Et moi, je voulais construire. Un pont entre toi et moi. Pour Emma. Pour Julien. Céline a hoché la tête lentement. Je ne sais pas si je serai capable de faire ce que vous avez fait. Tu apprendras, avec le temps, quand tu seras plus âgé, quand tu comprendras que l'amour véritable, c'est lâcher prise. Nous avons continué à préparer le dîner ensemble, dans un silence paisible, un silence qui n'avait plus besoin de mots. Le jour du déménagement est arrivé, un samedi de décembre, froid et clair. Les déménageurs sont venus. Ils ont emporté les cartons, les meubles, toute la vie que Julien et Céline avaient construite ici pendant 3 ans. Emma était confuse. Elle courait partout, ne comprenant pas pourquoi tout partait. Mamie, elle m'a tirée par la jupe. On va où? Je me suis accroupie à sa hauteur. Vous allez dans votre nouvelle maison, mon cœur. Une belle maison rien que pour toi, papa et maman. Et toi? Moi, je reste ici. Mais tu viendras me voir, souvent. D'accord? Promis? Promis. Elle m'a serré fort dans ses petits bras. J'ai fermé les yeux, respirant l'odeur de ses cheveux, mémorisant ce moment. Quand tout a été chargé, Julien est venu vers moi. Il avait les larmes aux yeux. « Maman, » a-t-il dit, « je ne sais pas comment te remercier. Pour tout. Pour ces 3 ans. Pour l'argent. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier. » J'ai caressé son visage. « Tu es mon fils, mon seul enfant, mon trésor. Va construire ta vie. Ta famille. Sois heureux. C'est tout ce que je veux. » Il m'a serré dans ses bras. Fort. Longtemps. Céline s'est approchée. Elle tenait Emma dans ses bras. « Georgette, » a-t-elle dit, et sa voix était sincère. « Merci. Pour tout. J'essaierai de mériter votre confiance. Je sais que tu le feras. » Ils sont partis. La camionnette s'est éloignée dans la rue. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin. Puis, je suis rentrée dans ma maison. Vide. Silencieuse. J'ai marché dans les pièces. La chambre de Julien, vide maintenant. La salle de bain où résonnaient les rires d'Emma le matin. Le salon où il regardait la télévision. Tout était si calme. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre.
J'ai regardé les toits de Paris, le ciel gris de décembre, les lumières qui commençaient à s'allumer. J'avais tout donné, mon espace, mon argent, mon amour. Et maintenant, j'étais seule. Mais étrangement, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libre, libre du poids des attentes, libre du besoin d'être aimée en retour, libre de la douleur de l'ingratitude. J'avais fait ce qu'il fallait, avec dignité, avec amour, sans violence. Et maintenant, c'était à la vie de faire son œuvre. Parce que j'ai appris une chose, en 79 années sur cette terre, on ne peut pas forcer les gens à être bons. On ne peut pas obliger les gens à être reconnaissants. Mais on peut choisir qui on veut être, comment on veut agir, quel genre de personne on veut voir dans le miroir chaque matin. Et moi, j'avais choisi. J'avais choisi l'amour, la dignité, le renoncement. Et je savais, au fond de mon cœur, que ce choix finirait par porter ses fruits. Pas immédiatement, pas demain, mais un jour. Parce que la vie a sa propre justice, son propre équilibre. Et ce qu'on donne finit toujours par revenir, d'une façon ou d'une autre. 4 ans ont passé, 4 années pendant lesquelles la vie a suivi son cours. Les saisons ont tourné. Paris a vieilli d'un jour à la fois. Et moi aussi. J'ai 83 ans maintenant. Mes cheveux sont complètement blancs. Mes mains tremblent un peu le matin. Mais mon esprit est clair. Mon cœur, intact. Au début, après leur déménagement, Julien venait me voir chaque semaine. Il arrivait le dimanche après-midi avec Emma. Nous prenions le goûter ensemble. Emma me racontait sa nouvelle école, ses nouveaux amis. Céline venait parfois, pas toujours. Elle avait toujours une excuse, un rendez-vous, une fatigue, des courses à faire, mais elle respectait sa promesse. Elle laissait Emma venir. Puis, petit à petit, les visites se sont espacées. Une fois par semaine est devenue une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par mois, puis pour les grandes occasions seulement. Julien s'excusait chaque fois. « Maman, pardon, on a eu tellement de travail. » Emma avait une fête d'anniversaire. Céline n'était pas bien. Je comprenais. Ou plutôt, j'acceptais. La vie reprend ses droits. Les gens s'éloignent. C'est naturel. C'est douloureux, mais naturel. Emma a grandi. Elle est entrée au collège. Une belle jeune fille de 12 ans maintenant, avec les yeux de son père et le sourire de sa mère. Mais je la voyais de moins en moins. Les messages de Julien étaient brefs. Emma a beaucoup de devoirs. Elle a des activités le week-end. On viendra bientôt, promis. Bientôt. Ce mot qui ne veut rien dire. Ce mot qui repousse. Ce mot qui efface. Puis, il y a 6 mois, j'ai reçu un message de Julien. Court, distant. Maman, Céline est enceinte. On est très heureux. On te tiendra au courant. J'ai relu le message plusieurs fois, cherchant quelque chose entre les lignes. Une invitation, une émotion, une connexion. Mais il n'y avait rien, juste une information, froide, factuelle. Céline était enceinte. Ils allaient avoir un 2e enfant. Et moi, je l'apprenais par un message de 3 lignes. J'ai répondu « Félicitations, je suis heureuse pour vous. » Mais mon cœur pleurait. Les mois ont passé. Je n'ai eu aucune nouvelle, aucune visite, aucun appel. Jusqu'à ce soir d'octobre. Mon téléphone a sonné à 23 heures. Tard, trop tard. J'ai reconnu le numéro de Julien. Mon cœur s'est accéléré. Quelque chose n'allait pas. Allô ? Maman. La voix de Julien était brisée, tremblante. Maman, il faut que tu viennes. Que se passe-t-il ? C'est Céline. Elle a fait une hémorragie. Elle est à l'hôpital. Le bébé, sa voix s'est brisée. Le bébé va bien, mais Céline, elle est en soins intensifs. J'ai attrapé mon manteau, mes clés. En 10 minutes, j'étais dans un taxi. L'hôpital Cochin, couloir blanc, lumière froide, odeur de désinfectant. J'ai trouvé Julien dans la salle d'attente, recroquevillé sur une chaise en plastique, le visage dans les mains. Julien. Il a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Il avait l'air d'un enfant perdu. Maman. Il s'est jeté dans mes bras. Maman, j'ai eu si peur. Je l'ai serré contre moi. Comme quand il était petit, comme quand le monde était trop grand et trop dur. Raconte-moi. Il a expliqué entre 2 sanglots. L'accouchement prématuré, les complications, l'hémorragie massive, les médecins qui avaient sauvé le bébé, mais Céline était encore en danger. Elle pourrait mourir, maman. Il tremblait. Elle pourrait mourir, et je ne lui ai jamais dit « Chut, elle ne va pas mourir.
Elle est forte. Je ne sais pas. Il pleurait maintenant. Les médecins disent qu'elle a perdu beaucoup de sang, qu'elle est fragile, qu'il faut attendre. Et Emma? Elle est à la maison, avec la voisine. Elle ne sait pas encore. Je ne savais pas quoi lui dire. Je vais aller la chercher, ai-je dit. Elle viendra chez moi. Tu resteras ici avec Céline. Maman, tu es sûre? Bien sûr que je suis sûre. C'est ma petite fille. J'ai pris un autre taxi. Je suis allée chercher Emma. Elle dormait. Je l'ai portée jusqu'à la voiture. Elle s'est réveillée à moitié. Mamie? Elle avait l'air confuse. Oui, mon cœur. Tu viens dormir chez mamie? Papa et maman ont besoin d'aide. Maman va bien? Oui, elle va bien. Dors maintenant. Je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai couchée dans l'ancienne chambre de Julien. Je l'ai bordée. J'ai embrassé son front. Puis je suis redescendue. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. Et j'ai attendu. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Céline a survécu. Les médecins ont réussi à stabiliser son état. Mais elle était faible. Très faible. Elle devait rester à l'hôpital pendant au moins 2 semaines. Le bébé, un petit garçon qu'ils ont appelé Théo, était en couveuse, prématuré de 6 semaines, minuscule, fragile, mais vivant. Julien faisait des allers-retours entre l'hôpital et ma maison. Il venait voir Emma. Il essayait de tout gérer. Il était épuisé, dépassé. Et moi, j'ai pris le relais. J'ai réveillé Emma pour l'école. Je lui ai préparé son petit déjeuner. Je l'ai aidée avec ses devoirs. Je l'ai écoutée parler de ses peurs, de ses inquiétudes pour sa maman. « Mamie, m'a-t-elle demandé un soir, pourquoi on ne vient plus te voir ?» J'ai hésité. « Vous êtes occupée, mon cœur. C'est normal. Mais maman dit toujours qu'on n'a pas le temps, qu'il y a d'autres choses plus importantes. » Elle m'a regardée avec ses grands yeux. C'est vrai, mon cœur s'est serré. Mais j'ai souri. Tu sais quoi? Parfois, on oublie ce qui est vraiment important, jusqu'à ce que la vie nous le rappelle. 2 semaines plus tard, Céline est sortie de l'hôpital. Julien est venu la chercher. Théo était encore en couveuse, mais il allait bien. « Maman, » a dit Julien en arrivant chez moi. « Céline voudrait te voir. » « Maintenant ?»« Oui. » Elle insiste. Je suis montée dans leur voiture. Nous sommes allés à leur appartement, celui que j'avais aidé à acheter 4 ans plus tôt, celui où je n'avais jamais été invitée. Céline était allongée sur le canapé, pâle, amaigrie. Ses cheveux avaient perdu leur éclat, son visage, sa beauté. Mais c'est son regard qui m'a frappée, vide, perdu, effrayé. Le même regard qu'elle avait eu ce soir-là, à ma table, quand Julien l'avait confrontée. Elle m'a vue entrer. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Georgette !» Je me suis approchée. Je me suis assise sur la chaise à côté du canapé. « Comment te sens-tu » Faible. Sa voix était à peine audible, mais vivante, grâce à vous, grâce au médecin. Non, elle a secoué la tête. Grâce à vous, vous avez pris Emma, vous avez aidé Julien. Vous êtes venu immédiatement, après tout. J'ai gardé le silence. J'ai rompu ma promesse, a-t-elle murmuré. Les larmes coulaient, maintenant. Je vous avais promis qu'Emma vous connaîtrait, qu'elle vous verrait. Et j'ai trouvé toutes les excuses du monde pour l'éloigner de vous. Céline. Non, laissez-moi parler. Elle pleurait franchement maintenant. Ces derniers jours, allongée dans ce lit d'hôpital, pensant que j'allais mourir, j'ai réalisé quelque chose. J'ai tout fait pour avoir ma vie, mon espace, ma famille. Mais à quel prix? Elle a essuyé ses larmes d'un geste tremblant. J'ai éloigné Emma de la seule personne qui nous a aidés sans rien demander en retour. J'ai coupé Julien de sa mère. J'ai créé un vide, un grand vide froid dans nos vies. Tu avais peur, ai-je dit doucement. Oui, j'avais peur. Peur de ne pas être assez, peur de vous, de votre bonté, de votre force. Elle m'a regardée. Et maintenant, regardez, j'ai failli mourir, seule. Sans personne autour de moi, sauf des infirmières qui ne me connaissaient pas. Elle a fermé les yeux. Vous savez ce que j'ai pensé dans cette chambre d'hôpital? Sa voix tremblait. J'ai pensé à vous, à votre maison vide, à comment vous nous aviez tout donné, et à comment je vous avais remercié en vous effaçant de nos vies. Elle m'avait traité de vieille désastrade. Des années plus tard, je retrouvais ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Céline, ai-je dit en prenant sa main, tu as une seconde chance, nous avons tous une seconde chance. Je ne la mérite pas, peut-être, mais la vie ne donne pas ce qu'on mérite.
Elle donne ce dont on a besoin pour grandir. Elle a serré ma main, fort, comme si elle se noyait et que j'étais sa bouée. « J'ai besoin de vous », a-t-elle chuchoté. « J'ai besoin de votre aide, avec Théo, avec Emma, avec tout. Je ne peux pas le faire seule. Tu n'es pas seule, tu as Julien. Julien ne peut pas tout faire. Et moi, je suis épuisée, brisée. J'ai besoin, elle a inspiré profondément. J'ai besoin d'une mère. Ces mots ont résonné dans la pièce. J'ai besoin d'une mère. Ma propre mère, a continué Céline. Elle m'a appelée une fois, une seule fois, pour me dire que j'aurais dû faire plus attention, que c'était ma faute si j'avais failli perdre le bébé. Elle a secoué la tête, amère. Toute ma vie, j'ai essayé de lui plaire, de gagner son approbation. Et tout ce que j'ai gagné, c'est cette froideur, cette distance. Elle m'a regardée. Vous m'avez donné de l'amour, même quand je ne le méritais pas. Vous m'avez pardonné même quand je vous ai blessé. Vous avez aidé ma fille alors que je vous avais rejeté. Parce que c'est ça, l'amour, ai-je dit doucement. L'amour ne compte pas. Il ne garde pas de rancune. Il donne, encore et encore. Céline pleurait sans bruit maintenant. Des larmes qui nettoyaient, qui libéraient. « Est-ce qu'il est trop tard ?» a-t-elle demandé. « Est-ce qu'il est trop tard pour recommencer ?» J'ai souri. « Il n'est jamais trop tard, ma fille. Jamais. Ma fille. » Je l'avais appelée ma fille. Et pour la première fois en 8 ans, c'était vrai. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai sorti la nappe brodée, celle aux roses blanches. Je l'ai posée sur ma table. Je l'ai lissée de la main. Les roses brillaient doucement sous la lumière de la lampe. Les épines et les pétales, la douleur et la beauté. Tout était là, entrelacé. La vie avait fait son œuvre, pas avec violence, pas avec vengeance, mais avec cette justice tranquille qui vient du temps et des épreuves. Céline avait voulu m'éloigner, et la vie l'avait éloignée d'elle-même. Elle avait voulu être seule avec sa famille, et la vie lui avait montré ce qu'était vraiment la solitude. Elle avait voulu tout contrôler. Et la vie lui avait appris la vulnérabilité. Ce n'était pas moi qui avais rendu justice, c'était la vie, comme elle le fait toujours, silencieusement, patiemment, inexorablement. Aujourd'hui, j'ai 83 ans, et je peux enfin dire « Je suis en paix ». Céline et Julien viennent me voir chaque dimanche, avec Emma et le petit Théo, qui a maintenant 6 mois. Un bébé magnifique, avec des yeux rieurs et un sourire qui illumine toute la pièce. Céline est différente, vraiment différente. Elle m'appelle souvent, elle me demande conseil, elle m'invite à leur fête de famille. Elle me dit « merci » pour des choses simples, un repas, un moment passé avec les enfants, une oreille attentive. L'autre jour, elle est venue seule. Elle s'est assise dans mon salon, là où nous nous étions affrontés il y a tant d'années. « Georgette », a-t-elle dit, « je voulais vous dire quelque chose. Je t'écoute. J'ai mis du temps à comprendre, trop de temps. » Elle a regardé ses mains. « Mais maintenant, je sais. Vous ne m'avez jamais pris Julien. Vous me l'avez donné. Et c'est moi qui ai failli tout gâcher par peur. » J'ai souri. La peur nous fait faire des choses que nous regrettons. Mais le courage nous fait grandir. Vous m'avez appris ça. Ses yeux brillaient. Vous m'avez appris que l'amour, ce n'est pas posséder, c'est libérer, donner, pardonner. Elle a pris ma main. Merci. Merci pour votre patience, pour votre pardon, pour tout. Ce soir, je sors la nappe brodée, celle aux roses blanches, celle qui a traversé tant de dîners, tant de larmes, tant de pardons. Demain, c'est dimanche. Ils viendront tous. Emma m'a dit qu'elle voulait m'aider à cuisiner. Théo gazouillera dans sa chaise haute. Julien racontera ses projets. Céline sourira, un vrai sourire. Et moi, je regarderai ma famille autour de cette table. La famille que j'ai presque perdue. La famille qui est revenue. Parce que j'ai appris une chose essentielle en 83 années de vie. La bonté finit toujours par porter ses fruits. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Le temps est le grand maître. Il enseigne, il guérit, il révèle, et il récompense ceux qui savent attendre avec dignité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens.